Donc bonjour à tous, je m'appelle Loïc Mazur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de me présenter très rapidement. Donc je suis chercheur CNRS au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier depuis la fin de l'année 2023. Et avant cela, j'ai effectué ma thèse à Grenoble au sein du CEA-Leti et plus particulièrement au sein d'un laboratoire qu'on appelle le CESTI. David Monio en a parlé juste avant, qui est le Centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information. C'est un centre qui est chargé de certifier certains produits de sécurité. J'y reviendrai juste après. Et donc mes travaux de recherche portaient sur l'usage des outils d'apprentissage machine, d'apprentissage automatique, pour effectuer une certaine classe d'attaques qu'on appelle les attaques par canaux auxiliaires. Et donc c'est aussi ces travaux de recherche que j'ai continué en postdoc pas très loin d'ici, à l'Université catholique de Louvain, c'est à une petite centaine de kilomètres de Lille. Et en parallèle, j'ai été consultant à titre indépendant pour la société NXP, pour faire du transfert de technologie. C'est-à-dire que tout ce que j'avais développé durant ma thèse et mon postdoc, j'ai pu ensuite aider l'équipe d'évaluation des vulnérabilités de NXP à les déployer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'attaques par canaux auxiliaires ou par canaux cachés. On appelle ça Side Channel Analysis en anglais. Alors, on va plus particulièrement regarder ce qui se passe au niveau d'une attaque sur un algorithme de chiffrement. Un algorithme de chiffrement, ça prend en entrée un message en clair, ça renvoie un message chiffré en sortie, et ce message chiffré, il dépend d'une information claire, donc le message, et d'une information secrète qui est contenue dans la clé. Et si votre algorithme de chiffrement est bien fait, bien conçu, alors un attaquant n'a pas d'autre choix pour retrouver cette valeur de clé que d'énumérer toutes les valeurs de clé possibles. Et si votre clé, c'est une suite de n bits, donc de n, 0 et 1, eh bien, l'énumération va être en temps exponentiel avec la taille de la clé. Voilà, donc ça, c'est le monde idéal, mais en fait, ces algorithmes de cryptographie, ils ne tournent pas uniquement sur le papier ou sur les tableaux blancs des chercheurs dans leur laboratoire, ils tournent sur des composants physiques. Là, vous avez par exemple une carte SIM. Et ce qui se passe, c'est que cette carte SIM, cette carte à puce, elle est assez petite, elle ne va pas pouvoir manipuler les opérations directement sur les n bits en même temps. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des petites opérations intermédiaires sur des petits morceaux de clés, de taille petit n bits, ici par exemple. Et en fait, ces opérations, elles ne sont pas effectuées dans une boîte noire non plus. Elles vont émettre tout un tas de traces, elles vont laisser tout un tas de traces qui sont des mesures physiques, des grandeurs physiques que l'on peut mesurer. Par exemple, le temps d'exécution de votre algorithme de chiffrement, ça peut être les perturbations électromagnétiques au voisinage de votre puce, ça peut être le courant consommé, ou même l'acoustique. Ou même si vous avez une diode électroluminescente au voisinage, la lumière qu'elle émet peut être perturbée et peut donc dépendre de la valeur de la clé. Donc tout cela, il faut y faire attention. Et le gros problème, comme je vous disais, c'est que comme on a une manipulation de petites valeurs intermédiaires, eh bien, un attaquant, il peut opérer une attaque qu'on appelle diviser pour régner. L'idée, c'est qu'au lieu de retrouver les n bits de clés en même temps, il va retrouver des morceaux de taille petit n, indépendamment les uns des autres, par une approche qu'on connaît bien, qu'on appelle diviser pour régner, qui est vieille comme le monde. Et elle va permettre de linéariser la complexité de l'attaque. C'est-à-dire qu'on n'a plus une attaque qui est exponentielle en la taille de la clé, mais qui devient seulement linéaire en notre variable grand N. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de quantum break, donc l'avènement de l'ordinateur quantique, qui permettrait justement de casser ces algorithmes de chiffrement réputés robustes lorsqu'ils sont utilisés en mode boîte noire. Et donc il y a beaucoup de gens, je pense beaucoup d'entreprises sur ce forum qui cherchent à déployer des nouvelles solutions de sécurité qui seraient robustes à ces ordinateurs quantiques. Mais en fait, l'effet de l'ordinateur quantique, il est quasiment similaire à cela. C'est-à-dire qu'il peut transformer certaines attaques de complexité exponentielle en des complexités polynomiales. Là, en fait, on fait encore mieux. On n'a pas besoin d'un ordinateur quantique, on a besoin d'un oscilloscope, d'une sonde électromagnétique, voire même d'un chronomètre. Donc ça coûte beaucoup moins cher et c'est déjà mis en œuvre dans le monde actuel. Voilà, donc si jamais vous devez penser à déployer des solutions
quantum free, comme on dit en anglais, pensez toujours à cette autre menace qui est peut-être beaucoup plus critique selon vos applications. Ok, alors maintenant qu'on a la menace, on va essayer de voir comment on peut s'en protéger. Donc on a tout un process en France qui est régulé notamment par l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, via ce qu'on appelle un schéma de certification. Alors ça, c'est une diapositive que j'ai récupérée de ma thèse. Donc moi, je travaillais donc dans ce laboratoire, ITSEF, qui est l'acronyme anglais pour CESTI. Et donc j'avais 2 encadrants de thèse, mon encadrant Cécile au sein de mon laboratoire et mon directeur de thèse, Emmanuel Prouf, qui travaillait à l'ANSSI et qui maintenant travaille chez Apple. Donc l'idée, c'est que nous avons des clients qui conçoivent donc des produits et les designers vont ensuite vouloir faire évaluer ce produit afin d'obtenir un schéma de certification, un certificat de sécurité qui, une fois que le produit sera mis sur le marché, sera soit un argument commercial, soit pourra juste être une condition nécessaire pour être déployé sur un marché. Dans notre laboratoire d'évaluation, nous allons soumettre le produit à toute une batterie de tests, toute une batterie d'attaques. Et en fonction des résultats, nous allons faire un rapport que nous allons délivrer à l'organisme de certification, qui en l'occurrence ici est l'ANSSI. Et ensuite, cet organisme de certification délivre ou non le certificat de sécurité. Et le niveau de sécurité, donc, il est toujours mesuré en termes de complexité d'attaque, en coûts humains, matériels et financiers. Voilà. Alors, il y a plusieurs approches possibles pour évaluer la sécurité d'un produit face à ces attaques par canaux auxiliaires. Il y a une première approche qui est en fait l'approche industrielle, celle que l'on fait dans les schémas de sécurité, qui consiste à prendre mon produit, regarder un peu comment il fonctionne, et ensuite regarder dans la littérature tout le corpus d'attaques possibles qui existe. Et je vais faire toute une série d'attaques. Voilà. Et donc, au cours du temps de mon évaluation, je vais commencer par une première attaque, puis je vais regarder à nouveau la littérature, je vois qu'il y a une meilleure attaque qui existe, je la teste, ça améliore un peu mes performances, j'ai besoin de moins de moyens pour réussir à retrouver de l'information sensible, etc. Et à partir d'un moment, je suis limité dans le temps en tant qu'évaluateur, donc il faut penser à la phase de déploiement. Donc, au cours du temps, certes, la complexité de mon attaque a diminué, mais au bout d'un moment, je dois aussi penser à ce qui va se passer par la suite une fois que mon produit sera déployé. Ce qui se passe, c'est que je vais me prendre une marge de sécurité, c'est-à-dire que par rapport entre ma meilleure attaque au moment du déploiement et le niveau de sécurité que je vais revendiquer, je vais me prendre une petite marge de sorte à ce que si jamais il y a des améliorations dans le futur, je sois toujours en dessous de la meilleure complexité. Mais il y a des risques que je fasse mieux. C'est ce qu'on appelle le risque de réévaluation. Parce que dans ce cas-là, il faut faire réévaluer le produit et mettre à jour le niveau de sécurité. Et ça, les industriels n'en veulent pas parce que, évidemment, c'est des gros risques en termes commerciaux. Il y a une autre approche que nous, on essaie de développer donc plutôt dans le monde académique, en particulier au CNRS, où je travaille, qui est l'approche par preuve. C'est une approche un peu rigoureuse où on essaie de prouver la sécurité face à toute une classe d'attaques par canaux auxiliaires en se basant sur évidemment des hypothèses que l'on va essayer de caractériser physiquement sur notre composant. Donc ça, c'est une approche qui est rigoureuse, donc c'est le gros avantage. L'inconvénient, c'est évidemment qu'on risque d'avoir des marges de sécurité beaucoup trop conservatrices. Et moi, tout mon objet de recherche, c'est de réduire ce gap entre ces deux claims de sécurité. De faire en sorte que, à l'avenir, à plus ou moins long terme, les industriels et les évaluateurs puissent utiliser de manière efficace une approche par preuve. Et là, il y aura énormément d'enjeux d'économie dans les évaluations. Alors, c'est quoi une preuve de sécurité ? Il faut bien distinguer le comportement d'un attaquant, un comportement malicieux, du comportement d'un évaluateur. Je vous donne une petite analogie. Vous voulez vendre votre maison, donc vous voulez faire estimer sa valeur avant de la vendre, pour vous assurer que le prix va être le bon. Mais qu'est-ce qui définit la valeur de votre bien immobilier ? C'est l'offre et la demande. Donc en fait, l'approche un peu naïve, ce serait de demander à quelqu'un de se mettre sur le marché, de faire une offre jusqu'à ce que vous acceptiez. Mais pour ce faire, cette personne devrait débourser l'argent nécessaire pour la vente. Et ça, si vous avez un expert immobilier, il ne va pas essayer de payer tous les biens qu'il voudrait faire estimer. Il voudrait utiliser d'autres moyens.
Et bien là, c'est un peu pareil. Un évaluateur, il va essayer d'estimer le coût d'une attaque sans toutefois devoir dépenser ce coût. Le problème, c'est que les niveaux de sécurité d'une attaque, donc en gros le coût d'une attaque, ça va dépendre du design, ça va dépendre même du composant, c'est-à-dire que d'un composant à l'autre, on peut avoir un comportement un peu différent. Donc il faut pouvoir en tenir compte. Et ça peut aussi dépendre du comportement de l'attaquant. Il peut y avoir plusieurs classes d'attaquants, ça peut aller donc d'un geek dans son garage qui suit un tutoriel jusqu'à un adversaire proto-étatique, voire pseudo-étatique, qui peut mettre des moyens. David Mogno parlait tout à l'heure donc d'une attaque par synchrotron. C'est quelque chose qui a vraiment été mis en place à Grenoble il y a quelques années dans mon ancien laboratoire. Donc comment on fait pour gérer tout cet espace de possibilités? Comment ça marche une preuve de sécurité en l'occurrence, dans mon contexte de recherche? C'est donc une espèce de programme qui va prendre en entrée une représentation un peu abstraite de mon composant physique. Je vais pouvoir le représenter par exemple sous forme d'un circuit arithmétique. Donc il faut voir ça comme un graphe dans lequel je vais décomposer mon programme sous forme d'opérations élémentaires, par exemple d'addition et de multiplication. Avec des additions et des multiplications, je peux décrire n'importe quel programme en réalité. C'est juste que ça ne va pas forcément refléter la manière dont effectivement mon composant se comporte, mais ce n'est pas très grave. C'est un premier pas. Nous, on fait de la recherche un peu en amont. Mon mécanisme de preuve, il va devoir prendre également en entrée une caractérisation physique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer pour chaque opération élémentaire, eh bien, dans quelle mesure on va mesurer du bruit lorsque je vais observer mon signal à l'oscilloscope. Peut-être que pour une même opération déterministe, je vais observer différents comportements. Il peut y avoir aussi des comportements induits, faits exprès dans mon composant pour rendre l'incertitude encore plus grande. Et enfin, je vais essayer d'incorporer des contre-mesures, donc c'est des mesures de protection à l'intérieur de mon implémentation, qui sont décrites par un paramètre, ici donc, que je vais appeler petit d. J'y reviendrai juste après. Et donc mon mécanisme de preuve, il doit me renvoyer en sortie un niveau de sécurité. Et ce niveau de sécurité, il va pouvoir me permettre de dire que n'importe quelle attaque va nécessiter un certain nombre de requêtes sur mon composant pour pouvoir y arriver. Alors évidemment, pour caractériser tous les attaquants possibles, c'est pas évident. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser des ingrédients un peu d'une preuve à l'autre. Et l'un des ingrédients principaux, ce sont les réductions de sécurité. Comment on fait? Imaginons que donc, mon rectangle, là, c'est l'ensemble des classes d'attaques possibles. C'est l'ensemble des attaques que peut faire un attaquant potentiel. Évidemment, je ne vais pas pouvoir tous les tester, parce que c'est un ensemble infini, mais par contre, je peux toujours essayer de segmenter ma classe d'attaque et d'essayer de telle sorte à ce que chaque point rouge, qui représente une attaque parmi chaque zone, soit l'attaque optimale. De sorte à dire, maintenant, si je veux évaluer mon composant, je n'aurai plus qu'à récupérer la meilleure attaque parmi tous les points rouges uniquement, et pas l'ensemble de mon carré. Et pour ce faire, en fait, on va utiliser un autre ingrédient. Alors je passe très vite parce que de toute façon, il y a une petite coquille dans cette slide, mais c'est pas très grave. C'est la simulabilité. Ça veut dire qu'on va essayer d'émuler le comportement d'un attaquant à partir d'un autre attaquant qui aurait moins d'informations à sa disposition. Et si je suis capable de faire ça, ça veut dire qu'en fait, je peux borner un attaquant, une classe d'attaquant, par une autre classe d'attaquant. Et de ce fait, j'ai plus qu'en gros à travailler sur cette classe-là, en espérant que cette classe-là soit plus facile à caractériser. Et c'est ce que l'on va voir juste après. Alors, je vous ai donné en gros la théorie. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec une contre-mesure concrète qu'on appelle la contre-mesure de masquage. Alors, le masquage, ce n'est pas le masque forcément qu'on portait durant la crise du Covid. C'est en fait ce qu'on appelle du MPC on silicone, ou du calcul multipartie sur silicium. C'est un schéma de partage de secrets où vous avez donc un secret, une valeur secrète qui existe dans un ensemble fini de valeurs. Et en fait, plutôt que de l'encoder directement dans une variable dans votre programme, vous allez l'encoder sous la forme d'une somme. Donc vous avez des termes dans votre somme, vous pouvez en tirer des -1 de manière aléatoire, et puis pour que votre somme soit bien égale à votre secret, vous retranchez à la fin la somme sur la dernière part. D'accord ?
Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce schéma de partage de secrets, si vous observez un sous-ensemble strict de ces départs de secrets, vous n'obtiendrez aucune information sur le secret. Alors l'ingrédient magique qu'il y a derrière ça, c'est en fait le fait que quand vous tirez de manière uniformément aléatoire vos premières parts, eh bien, ces variables aléatoires uniformes forment un élément absorbant dans l'ensemble des distributions de probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Un élément absorbant, vous en avez tous déjà vu en mathématiques, par exemple au collège ou au lycée, c'est le chiffre 0. Quand j'ai un produit qui vaut 0, je sais que au moins un des deux facteurs vaut 0. En revanche, je n'ai aucune information, je ne peux en déduire aucune information sur le facteur non nul. Est-ce qu'il est vraiment nul? Est-ce qu'il vaut 1, 2, 3, 4, etc. Je n'en sais rien. Et bien là, c'est pareil. C'est cet ingrédient magique, l'uniformité de mes variables aléatoires qui vont permettre de complètement cacher mon secret. Alors, en pratique, dans une observation par canal auxiliaire, on observe toutes les valeurs, mais de manière bruitée. C'est-à-dire que nous allons ensuite faire opérer notre programme sur chacune de ces parts de secret séparément, et elles vont être mesurées ensuite à l'oscilloscope, mais avec certaines incertitudes. Et c'est ça qui va permettre d'amplifier l'incertitude de l'attaquant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une petite analogie, je vais supposer que mon attaquant, en fait, il a un espèce d'oracle, ici, qui va me permettre de convertir une petite portion observée à l'oscilloscope en un vecteur de score. C'est un score qui va attribuer pour chaque valeur possible, en fait, que peut prendre le calcul intermédiaire sous-jacent. Donc, quand j'ai un vecteur de score de ce type-là, qui est uniforme, ça veut dire qu'en gros, je ne retire aucune information de mon observation. C'est vraiment complètement imprévisible, c'est hautement sécurisé. En revanche, si mon attaquant est capable d'avoir un seul score non nul, bah, ça veut dire qu'il est capable de prédire exactement la valeur sous-jacente. Et ça, c'est très bon pour l'attaquant, c'est moins bon pour le designer. Ok, et alors qu'est-ce qui va se passer avec l'effet du masquage? C'est une analogie, hein, c'est uniquement qualitatif, mais je reviendrai sur le quantitatif après. Voilà, donc j'ai mon secret qui est encodé avec des valeurs, qui sont ensuite traitées sur mon programme et mesurées à l'oscilloscope. Je vais pouvoir en déduire des vecteurs de score. Mon attaquant, là, il va en déduire des vecteurs de score sur chacune de ces parts de secret. Et maintenant, il a besoin de recombiner ces parts de secret, ces vecteurs de score pour obtenir un vecteur de score, une prédiction sur mon secret. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez que j'ai des vecteurs de score qui sont ici très contrastés, mais un vecteur de score final qui, lui, est beaucoup plus uniforme. C'est ce qu'on appelle de l'amplification de bruit. Ça, c'est l'ingrédient majeur du masquage. Voilà. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, si on veut mesurer la dépendance entre ma fuite observée, donc l'ensemble des petites valeurs L, et mon secret, eh bien, je peux la mesurer en termes d'une métrique qu'on appelle l'information mutuelle. Et ce que l'on peut voir, c'est que lorsque j'augmente mon bruit, c'est une simulation toute simple, hein, eh bien, je vais avoir des niveaux d'information mutuelle qui vont être très faibles et qui vont même être exponentiellement faibles avec l'ordre de masquage. Pour chaque nouvelle part de masquage, en fait, j'augmente la complexité de mon algorithme, certes, de manière quadratique, mais j'augmente le niveau de sécurité de manière exponentielle. Et c'est ça que l'on veut avoir et ce que l'on veut garantir aux designers. J'en dis pas plus sur ce genre de graphe. Vous aurez un exposé de la part d'Olivier Rioul et de Sylvain Guillet, qui sont en fait mes co-auteurs sur ces projets-là, demain ou après-demain. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a tous les ingrédients en notre possession. On va pouvoir essayer de faire la preuve de sécurité. Alors, je vais repartir sur mes petits carrés rouges là. Donc, pour rappel, j'ai chaque calcul intermédiaire qui va être transformé par mon attaquant en un vecteur de score. Si j'ai un vecteur de score uniforme, bah, ça veut dire que je ne peux pas prédire la valeur du calcul intermédiaire. Donc ça, c'est bon, ça veut dire que c'est sécurisé. Sinon, eh bien, ça veut dire que j'ai une prédiction parfaite si j'ai qu'un seul carré rouge ici. Et en fait, en pratique, on va observer ni l'un ni l'autre, on va observer quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Et pour quantifier la distance entre ce vecteur de score et celui-là, on peut utiliser une métrique qui est très utilisée en cryptographie, qu'on appelle la distance statistique. S'il y a des ingénieurs dans l'assistance, en fait, c'est rien d'autre qu'une norme 1 à un facteur près. Mais c'est une norme 1 appliquée à des distributions de probabilité, donc il y a tout un tas de propriétés mathématiques supplémentaires
que l'on aime bien exploiter en cryptographie. Voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de réduction par simulation, et c'est justement ce qu'on va essayer de faire. La première chose, c'est qu'en fait, on va considérer un circuit, donc je suppose que c'est un circuit arithmétique, d'accord, qui modélise mon programme sur mon composant à sécuriser, et j'ai un certain nombre de fils qui vont potentiellement révéler de l'information à mon attaquant. Donc ce que je vais faire, c'est considérer que chaque fil va émettre une certaine fuite, une certaine trace sur l'exécution du calcul en question, et que chaque trace, en fait, je peux borner sa distance statistique ici par un petit facteur que j'appelle delta. Et mon but, ça va être d'amplifier ce delta en lui appliquant une exponentielle. En fait. Ok. Donc, la première chose à faire, on utilise généralement un petit résultat technique. Alors, vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi, c'est juste l'idée, c'est de pouvoir exprimer la fonction de fuite comme une composition de deux fonctions. Une fonction S, qu'on appelle le simulateur, qui est une vue de l'esprit, et une fonction phi, qui va être un nouveau modèle de fuite, si bien qu'en appliquant un résultat fondamental de la théorie de l'information qu'on appelle l'inégalité du traitement de l'information, je peux dire que, en fait, mon attaquant qui attaquerait mon circuit émettant une fuite avec la fonction L, eh bien, il sera forcément moins bon que le même attaquant le même circuit, mais avec une fonction de fuite qui est phi. Et phi, elle a une forme un peu particulière, c'est ce qu'on appelle un sondage aléatoire. C'est-à-dire que la fonction phi, elle va révéler exactement la valeur sous-jacente avec une certaine probabilité. Soit elle révèle tout, soit elle révèle rien. Et ça va être beaucoup plus facile à manipuler, à analyser, notamment pour les outils de vérification formelle. Une fois qu'on a ça, on est réduit à cet attaquant qu'on appelle par sondage aléatoire. Et rappelez-vous, comme j'ai une contre-mesure de masquage, si j'observe au plus D-1 fil, je n'obtiens aucune information sur mon secret. Si j'en observe D ou plus, je peux rien dire, mais dans le doute, on va dire que mon attaque est réussie. Pas forcément, mais dans le doute, on va dire qu'elle est réussie. Alors, quelle est la probabilité d'observer que mon circuit qui contient L fils en révèle D si chaque fil est révélé avec une certaine probabilité qu'on va noter epsilon? Eh bien, je peux utiliser un outil fondamental en statistique qu'on appelle l'inégalité de concentration de Chernoff. Pour ceux qui ont fait des études de statistique, en fait, cette distribution de probabilité, c'est une loi binomiale et on cherche juste à faire un argument, donc de regarder quelle est la surface de ce qu'on appelle le tail cut, donc quand je coupe la queue de ma distribution de probabilité. Et ça, donc on a un résultat fondamental qu'on appelle l'inégalité de Chernoff. Et là, ce que vous observez, c'est que si chaque fil est révélé avec probabilité epsilon, la probabilité qu'au moins des fils soient révélés devient une exponentielle en epsilon à la puissance d. Et ça, c'est génial parce que c'est justement l'effet qu'on cherche à obtenir, amplifier la sécurité avec cette contre-mesure de masquage. Ok, on a presque fini, puisque maintenant on va pouvoir rassembler tous nos ingrédients ensemble. Et ce qu'on va voir, c'est que sur certains circuits, on peut mesurer la distance statistique entre la distribution de ma clé a priori, donc c'est la distribution de la clé si j'avais une attaque en boîte noire, sans information auxiliaire, et cette même distribution de clé quand je donne cet avantage supplémentaire à mon attaquant. Et bien ça, je peux le borner au total par un delta puissance d. Alors il y a d'autres facteurs, malheureusement, et on y reviendra juste après, mais ce delta puissance d, c'est vraiment notre garantie de sécurité, c'est ce qui va amplifier la sécurité du masquage. Pour un circuit complet, donc ça c'était juste pour un tout petit morceau de circuit, pour un circuit complet, le problème c'est qu'on va devoir tenir compte de la taille du circuit. Et cette taille, elle peut être très grande malheureusement. Un autre facteur qui peut être très grand, c'est l'ensemble des éléments que peut prendre un petit morceau de ma clé. Et en fait, on aimerait sortir tous ces facteurs un peu intempestifs de mon exponentielle. C'est d'avoir juste un delta puissance d fois une certaine constante. Ça, c'est un peu la quête du Saint Graal dans notre communauté de recherche depuis une dizaine d'années. Donc ce qu'on a réussi à faire déjà, c'est de sortir la taille du circuit par une petite technique sur laquelle je travaille avec des collègues.
Et une autre chose qu'on a réussi à faire avec mes collègues Olivier Rioul et Sylvain Guillet, c'est dans un circuit très simple d'enlever ce facteur du nombre d'éléments que peut prendre chaque élément de mon circuit. Voilà, donc pour résumer, je vais passer cette slide, elle est un peu technique, c'est pas très important. Voilà, l'idée c'est de dire que donc, maintenant que j'ai cette réduction, j'ai une borne de sécurité dans un modèle très simple, pas toujours encore réaliste, mais ça fait partie des futurs travaux que nous envisageons. Et on essaie d'avoir donc des nouvelles constructions qui soient plus efficaces, avec des bornes de sécurité encore meilleures, pour que ces bornes de sécurité puissent être à l'avenir utilisées par les évaluateurs directement. Ils n'auraient plus qu'à faire la caractérisation du composant, plus besoin de faire d'attaque, on aurait directement un niveau de sécurité garanti. Et puis donc l'autre perspective, c'est d'utiliser toutes ces techniques de sécurité, de preuve de sécurité, sur les nouveaux algorithmes de chiffrement post-quantique, qui eux posent énormément de difficultés et de défis, parce qu'il y a certains changements de paradigme, et donc on doit aussi adapter nos preuves de sécurité à cette émergence. Voilà, je crois que j'en ai fini. Merci pour votre attention et je prendrai vos questions avec plaisir. On peut vous applaudir bien fort parce qu'il y avait de la technique, mais beaucoup de pédagogie, beaucoup de fluidité. Merci beaucoup. Très agréable. Qui a des questions? Monsieur a une question. Bonjour, c'est Abderman. Oui. Juste le chiffrement, il y a une ressemblance entre ce chiffrement et le chiffrement homomorphique. Alors le chiffrement homomorphe, c'est quelque chose qui va plutôt s'analyser en boîte noire, c'est-à-dire qu'on va supposer que l'attaquant il n'observe que les chiffrés. L'idée là, c'est de pouvoir observer en plus des valeurs chiffrées le comportement physique du composant. On peut faire des attaques side channel sur du chiffrement homomorphe, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais dans ce cas-là, c'est une difficulté supplémentaire. On décompose le problème pour ensuite voir dans quelle mesure les deux sont sécurisés. Merci. Une autre question, ce sera la dernière, madame. Alors attendez, je viens à vous. Je voulais savoir si on peut faire ces attaques sur la cryptographie quantique. Sachant que si on fait des mesures, on pouvait le détecter directement. Alors, bonne question. Je me la suis posée hier avec des collègues dans une discussion informelle. Je pense que c'est possible de le faire. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent parce que les modèles d'attaquants, les modèles de menaces ne sont pas les mêmes et je ne suis pas sûr qu'on déploierait des applications embarquées qui font de la distribution, par exemple, de clés quantiques. Dans le cas de la cryptographie quantique en tant que telle, on peut supposer que comme c'est des applications très sensibles, ce genre de modèle de menace n'est pas envisagé.